다들이 잘남털이야. Donc aujourd'hui, 신신난게기 최로 넘버링게 상물이야. je tiens à présenter toutes mes salutations à vous tous qui m'écoutez à travers l'Internet, 아니 믹스에도 아주지 plus particulièrement. Je présente mes salutations aux différents étudiants des écoles monastiques des Shedra. 상물이야. 아니 믹스에기 섬주슈아다. 아주 예동이 전이로기 Cette année, nous sommes en 2022 et nous sommes au début de la nouvelle année 2022. Donc, je souhaite que vous ayez tous une bonne santé cette année et que tout ce au quoi vous pensez puisse s'accomplir en accord avec le Dharma. Cette fois-ci, cette année, en raison de l'épidémie, nous ne sommes pas en mesure de tenir ces enseignements divers, le Kagyuginshu, comme nous le faisons habituellement à Bodh Gaya. Cependant, les différents Shedras, c'est les écoles monastiques, tous les Shedras sont en mesure d'organiser eux-mêmes ces événements et d'ainsi maintenir ce programme des rassemblements divers du Kagyuginshu. Et à ce sujet, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur souhait que je donne des enseignements. Et je me suis dit que je n'allais pas laisser cela tout simplement comme étant un simple souhait, mais que j'allais donc donner des enseignements. Et c'est pour ça que nous avons organisé cet enseignement, pour ne pas vous décevoir. Donc cet enseignement s'adresse spécifiquement aux membres de la Sangha qui est dans les différents Shedras. Et pour cette raison, je me suis dit que plutôt que d'enseigner les différentes étapes de la pratique, il serait préférable que j'enseigne la philosophie. C'est donc pour ça que j'ai choisi un sujet en rapport à la philosophie bouddhique. Et vous le savez sûrement, mais nous considérons habituellement qu'il existe 4 grandes écoles dans le bouddhisme, les Vaibhashika, les Sautrantika, les Chittamatra et le Madhyamika. Parmi eux, donc les Vaibhashika, que l'on appelle parfois la grande exposition ou alors les atomistes, est expliqué très clairement dans le texte qui s'appelle le Trésor de l'Abhidharma. L'Abhidharma Kosha. Donc c'est pour ça que la plupart d'entre vous sont assez familiers avec cela. Pour ce qui est des textes des Sautrantika, de l'école des sutras, il n'y a que très peu de textes qui leur sont propres. Dans les textes du Shramana, on retrouve des sections de ces différents textes de l'école des Sautrantika. Mais en dehors de cela, on n'a pas de texte, de grands textes à proprement parler de cette école. Maintenant, pour ce qui est de la voie du milieu, le Madhyamika, la plupart des écoles tibétaines disent c'est à moi, c'est ce à quoi je crois. Donc, je pense que vous êtes tous très familiers avec le Madhyamika. Et donc, je ne pourrais guère avoir quelque chose à vous dire que vous ne connaissez pas déjà. Cependant, pour ce qui est de les Chittamatra, l'école de l'esprit seulement, ou de l'esprit seul, deux façons de traduire en français, il n'y a pratiquement personne au Tibet qui défend la vue, cette vue.
Elle n'existe pas, on va dire, indépendamment au Tibet. Et les textes indiens qui ont été traduits en tibétain ont été modifiés, adaptés, étirés pour s'adapter à la voie du milieu, au texte du Madhyamika. Cela fait qu'il est difficile d'identifier ce qui est un véritable texte de l'Esprit seul. Il y a peu de personnes qui ont fait des recherches à ce sujet et peu d'explications qui lui sont indépendantes. Donc, il est difficile d'avoir une connaissance assez décisive, précise sur ce sujet. Il y a beaucoup d'érudits qui font des recherches et qui discutent de l'esprit seul sur la scène internationale. Mais comme nous sommes peu familiers avec ce sujet, je pense que le sujet de cette école de l'esprit seulement est toujours comme un grand point noir ou une zone d'ombre, d'obscurité pour nous. En ce qui me concerne, il y a quelque chose qui a fonctionné pour moi et que je ne me suis pas contenté simplement d'apprendre le tibétain, mais j'ai aussi appris quelques autres langues. Et parmi ces langues, je connais un peu le chinois. Enfin, quand je dis que je connais bien le chinois, que je connais un peu le chinois, ça veut dire que j'ai étudié, que j'ai à peu près le niveau d'un élève de classe 6. Mais je n'ai pas un très haut niveau en chinois. Parce que quand j'étais petit, lorsque j'ai appris, quand j'étais petit, j'ai appris le chinois, je me suis arrêté au 6e grade de l'éducation qui m'était donnée. Et quand je suis arrivé en Inde, je n'avais pas l'occasion d'apprendre le chinois. Donc, comme j'en étais arrivé au 6e grade, je n'ai pas pu continuer parce que j'ai quitté la Chine. Enfin, j'ai quitté le Tibet, pardon. Cependant, j'ai un véritable intérêt par rapport au chinois. Le chinois m'intéresse. Et cela m'a permis, donné l'occasion, dans l'océan de connaissances du canon bouddhiste chinois. Donc, j'ai pu un peu approfondir et un peu apprendre de ces écrits du bouddhisme en chinois, qui ont été des traductions de textes indiens en chinois. Je me souviens pas le nom exact de toutes les personnes, de tout ce que j'ai appris, mais en particulier, lorsque j'étais petit et que j'ai étudié, j'avais beaucoup de maîtres, d'enseignants. Particulièrement, j'en avais un qui était très âgé, c'était mon professeur de chinois. Il y avait, je pense qu'il n'est plus de ce monde maintenant. Et j'ai pas prêté beaucoup d'attention au chinois, j'ai pas très bien étudié. Et je me disais, oh, c'est pas très, ça sert à rien, ce n'est pas très intéressant. Pour résumer, je pensais que la raison pour laquelle on me faisait apprendre le chinois, c'était pour un résultat qui ne serait pas bon, qui n'avait pas un bon objectif. Donc, j'ai négligé cet apprentissage du chinois. Maintenant que j'y repense, j'ai du regret. Cependant, le peu que je connais du chinois, c'est grâce à mes professeurs. Et vraiment, pour moi, c'est l'occasion de les remercier
et de me rappeler de leur bonté et de ce que je leur dois. Ceci étant dit, puisque je connais plus ou moins donc le chinois, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de lire quelques articles écrits par des nombreux chercheurs internationaux d'Asie et d'Occident et qui ont fait des recherches sur l'histoire et la philosophie bouddhiste. Donc et grâce à cela, je constate que d'un certain point de vue, non seulement mes connaissances ont augmenté, mais ma vision s'est étendue. Je vois que la recherche contemporaine est très importante pour nous, bouddhistes tibétains. Et à cet égard, j'ai le sentiment que nous avons été laissés loin derrière. Ainsi, je pense et j'espère que si je pouvais vous dire tout ce que je sais, cela pourrait être quelque peu bénéfique. C'est la raison pour laquelle je vais un peu partager ce que je sais. Comme je viens de vous le dire, d'une manière générale, dans le bouddhisme, il y a donc ces 4 écoles principales. Et quelle est la raison pour laquelle je vais enseigner plus spécifiquement sur une de ces 4 écoles qui est celle de l'esprit seul? Donc, nous avons principalement les enseignements de l'école des auditeurs, les Shravaka, et des Bodhisattvas, ou le véhicule de Fondation et de Mahayana. Si vous voulez comprendre la philosophie des auditeurs, vous devez absolument connaître les écoles de la Grande Exposition et celle des Sutras. Et si vous voulez connaître la philosophie du Mahayana, vous devez absolument comprendre le Madhyamika et le Chittamatra, c'est-à-dire la voie du milieu et celle de l'esprit seulement. Dans le texte composé par Pao Tsula Trengwa, qui s'appelle Le Festin des érudits, il écrit, c'est un livre d'histoire sur le Dharma de Pao Tsula Trengwa, il dit, à l'époque où Chandrakirti était à Nalanda, il était le seul érudit de la voie du milieu. Tous les autres érudits de Nalanda n'étaient que des tenants de l'esprit seul. Ainsi, en Inde, entre la voie du milieu et la voie de l'esprit seul, la voie de l'esprit seul était plus répandue. Et lorsque vous comparez les études, les érudits célèbres de la voie de l'esprit seul et celle de la voie du milieu, la voie de l'esprit seul est aussi plus répandue. Est-ce qu'il y a un problème avec la ligne? Alors, ce que disait juste avant Sasanté, c'est que avant qu'il y ait la voie du milieu et de l'esprit seul, les sutras de la Prajnaparamita se sont d'abord répandus. Et un peu plus tard, les sutras de l'esprit seul, comme par exemple la descente au Lanka, se sont répandus. Donc, parmi les maîtres, le plus ancien, c'est le maître Nagarjuna, et Asanga est venu beaucoup plus tard. Donc, le Madhyamika s'est d'abord répandu en Inde, puis ensuite c'est l'école de l'esprit seul qui s'est répandue plus tard. Cependant, la philosophie de la voie du milieu n'a pas satisfait Asanga et ses disciples. Donc, ils ont commencé à développer une nouvelle philosophie. Et plus tard, lorsque des grands maîtres de la voie du milieu, tels que Baba Viveka et Chandrakirti, ont établi la vision de la voie du milieu, leur adversaire principal, c'était les tenants de l'esprit seul. Et leur réfutation des autres écoles bouddhistes ne dépasse pas quelques quatrains, quelques strophes. Mais la plupart de leurs réfutations concernent l'esprit seul.
Et non seulement cela, mais aussi à cause, on va dire, des maîtres de l'esprit seuls, les, les enseignements sur la logique et l'épistémologie se sont largement répandus. Donc, non seulement l'épistémologie bouddhique, on va dire la logique et la science les sciences cognitives, on pourrait dire, mais bon, on va parler d'épistémologie bouddhique, a influencé le bouddhisme, mais elle a également exercé une forte influence sur les religions hindoues, Jain et autres. Et il est expliqué que la division entre les écoles des conséquentialistes et des ottomanistes de la voie du milieu, tels que Père Ranjupa, et qui est très forte au Tibet. Donc il y a cette double distinction entre deux écoles du Madhyamika au Tibet, les conséquentialistes, les Tolgyurpa, et les autonomistes, les Rangjurpa. Et c'est dû au fait que Baba Viveka pour le deuxième et Chandrakirti pour le premier ne les utilisait pas. Lorsque Chandrakirti dit en critiquant Baba Viveka, il voulait se montrer savant dans les traités intellectuels. On peut le comprendre comme disant qu'il suivait la logique développée par Dignaga. Et c'est probablement la raison pour laquelle on dit que Baba Viveka utilisait une épistémologie plus tardive que Chandrakirti, et Chandrakirti une épistémologie plus ancienne. En Inde, donc, et en Inde aussi, il y avait des différences entre le Lopen Baba Viveka et Lopen Chokyong. Les Denje et Chogyong. Le Denje, je ne suis pas sûr que ce soit Baba Viveka. J'ai un doute. Mais je vous en parlerai plus tard. Et parmi les partisans de la voie du milieu de Yogacharya, il y a Shankaracita. Et les maîtres tenant de cet aspect-là de la vue ont expliqué que la vérité ultime, selon la voie du milieu et la vérité relative selon l'esprit seulement. Ainsi, au lieu que la voie du milieu ait une influence sur celle de l'esprit seul, c'est plutôt la voie ou la compréhension de l'esprit seul qui a eu une plus grande influence sur la voie du milieu. On dit que, une traduction énumère que dit que l'on divise le sutra du Mahayana en 3 roues du Dharma. La première tour de roue du Dharma, deuxième et le troisième. Donc la deuxième et troisième roue comptent tous les deux un grand nombre de sutras. Et parmi eux, beaucoup de grands et célèbres sutras, comme le sutra Avatamsaka, Dodepelpoche, qui ont été cités comme les sources, qui ont été prises et citées comme sources par les tenants de l'esprit seul. Et pour cette raison, si nous voulons bien comprendre ces sutras comme le sutra Avatamsaka, il est extrêmement important que nous basions ces ouvrages et que nous nous basions sur les ouvrages et les écrits des grands érudits qui ont traité de l'esprit seul. Pour les mantras, par exemple, pour le Vajrayana, la vision ultime du mantra secret est principalement, bien sûr, celle du Madhyamika, celle du voie du milieu. Mais de nombreux érudits décrivent la grande influence que la philosophie de l'esprit seul a eue sur le Yoga Tantra et sur les autres tantras. Yoga Tantra, c'est Nelja Ligyu.
Ils ont ainsi établi la détermination que les apparences sont l'esprit, et ainsi de suite. Et c'est particulièrement souligné dans le Yoga Tantra, inachevé. Il est donc extrêmement important d'acquérir une bonne compréhension du point de vue de l'esprit seul, non seulement pour comprendre les sutras, mais aussi pour comprendre les tantras bouddhistes, pour aussi comprendre la pratique du bouddhisme tantrique. De plus, des auteurs très célèbres qui ont commenté les tantras, dont Bhavyakirti et Bhavabhadra, sont eux aussi connus pour avoir des opinions qui s'apparentent à cette vue de l'esprit seul. Donc, quand on regarde l'ensemble du Dharma, étudier l'école de l'esprit seul est très important. Maintenant, quand on regarde d'un point de vue plus ordinaire dans le monde mondain, et quand on regarde même le monde d'une manière générale, connaître la vue de l'esprit seul est aussi très importante. Et pourquoi? Pourquoi cela? Dans le passé, il y a eu l'ère de la Renaissance en Europe. Donc, durant cette période qui s'appelle la Renaissance, cette époque, les Européens s'étaient libérés des limites de la philosophie médiévale et ont commencé ils se sont libérés de la vue qu'ils avaient précédemment et ont commencé à identifier les humains et la nature comme étant en opposition et à réfléchir à la manière dont les humains pourraient prendre le contrôle de la nature. À cette époque, ils ont arrêté de considérer comme étant les dieux ou les divinités comme étant le plus important, mais ils ont poussé leurs recherches sur comment l'homme peut prendre le contrôle sur la nature. Et c'est pour ce faire que les sciences naturelles se sont développées très rapidement. Et qu'est-ce que cela a produit? Quelle a été la conséquence de cela? Cela a conduit à la destruction de l'environnement, à la pollution de l'air et à bien d'autres difficultés auxquelles nous sommes encore confrontés aujourd'hui. Et ceci a mis en danger les humains et les autres êtres vivants pour continuer à vivre sur cette terre. Donc la raison pour laquelle ce danger est présent pour les humains et les autres êtres vivants vient de ce développement des sciences naturelles et de la destruction de l'environnement, de la pollution de l'air que cela a entraîné. Cependant, si nous adoptons le point de vue de l'esprit seulement, nous et l'environnement naturel ne sommes en aucun cas en opposition l'un avec l'autre. Donc de plus, le monde naturel est créé par notre propre esprit. La nature fait donc partie de nous-mêmes. Selon la vue de l'esprit seulement, nous et l'environnement ne sont pas comme la corne droite et la corne gauche d'une vache. Ils font partie de la même chose. Mais les points de vue matérialistes et les spécialistes des sciences naturelles ont eu une telle influence que les contemporains, de nos jours encore, les contemporains considèrent
que le point de vue de l'esprit seul et les autres points de vue qui mettent l'accent sur l'esprit sont comme inutiles. Et même si quelqu'un leur en parle, ils en rient. Ils en rient lorsqu'ils en entendent parler. Pourquoi nous en sommes dans cette situation? Parce que depuis notre plus jeune âge, nous étudions ces sciences. Et nous étudions ces sciences et nous étudions notamment les sciences matérialistes. Et aussi, il n'y a pas que nous qui étudions toutes ces sciences très matérialistes du tout matériel, mais il y a aussi toute la société qui s'accorde avec cette science, ce qui fait que nous pensons bien sûr de manière matérialiste. Et ils sont rares sont ceux qui ont des doutes à ce sujet-là. Et encore plus rares sont ceux qui envisagent même l'idée que l'esprit est primordial, ou encore plus rares sont ceux qui y croient réellement. En plus de cela, plus notre société contemporaine va dans le sens des choses extérieures, s'intéresse de plus en plus au développement, au monde extérieur, et donc plus on s'intéresse aux choses extérieures, plus on développe le bien-être ou le développement matériel extérieur, et il n'y a pratiquement plus personne qui doute de cette philosophie du tout matériel ou de cette philosophie matérialiste. Si on veut l'expliquer sous un autre angle, les systèmes qui expliquent que l'esprit est primaire ou primordial constituent depuis l'Antiquité une philosophie de la logique et de la pensée extrêmement importante. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans les temps anciens en particulier, nombreux étaient ceux qui croyaient que l'esprit était primordial. Ainsi, dans notre société contemporaine, avec ses idées erronées du bien et du mal, et de ses croyances erronées sur ce qui est correct ou pas correct, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, il est important d'étudier la philosophie de l'esprit seul. Car cette philosophie de l'esprit seul, ou on peut l'appeler l'esprit seulement, je répète, apportera, comme on dit en tibétain, de manière très concrète, ça va aller apporter un bienfait, pardon. Cela apportera un bienfait qui va aller directement toucher le point critique. Au tibétain, il y a une expression qui dit de faire une saignée médicale à quelqu'un en touchant exactement le point de la contamination. Ça veut dire aller à l'essentiel. Et ce serait quelque chose qui nous serait d'un bienfait essentiel. Et cela pourrait nous aider à changer notre façon de penser. En contemplant cette philosophie de l'esprit seul, nous serons en mesure de nettoyer complètement nos idées sur le monde, nos idées de valeurs et les façons de penser, de juger les gens. Et cela nous aidera à développer une nouvelle façon de penser qui s'accorde avec le véritable dharma. C'est donc pour cela que c'est très important d'étudier cette philosophie de l'esprit seulement. Cependant, à quoi devons-nous penser? Nous devons considérer la société contemporaine en voyant qu'elle a considérablement évolué à l'ère de la technologie et de l'information, où de plus en plus on a moins besoin des humains et les machines remplacent les humains. Nous sommes vraiment dans l'ère des machines.
nous sommes dans l'ère des machines, on discute à travers l'Internet, on utilise les réseaux sociaux, etc. On est un peu, et on se retrouve dans une situation où on est comme une bouilloire d'eau bouillante sur un poêle et que nous n'avons pas un instant de repos. Donc nous n'avons pas le temps de repos parce que nous sommes toujours agités à droite et à gauche à discuter de quelque chose, d'autre. Donc on est comme une bouilloire d'eau bouillante sur un poêle. Donc quelle est notre situation? Nous n'avons plus de contrôle sur la direction que l'on prend. Il y a quelque chose que l'on voit bien en Occident. Quelque chose que l'on voit facilement en Occident, c'est les marionnettes. Donc la plupart des gens, ils sont comme des marionnettes qui dansent ici et là, qui sont manipulés, qui dansent ici et là. Donc nous n'avons plus d'autonomie, nous avons perdu le contrôle. Et on vit sous la pression et le contrôle des choses extérieures. D'un côté, c'est très bien ce développement matériel, mais d'un autre côté, le problème, c'est que l'autre facette, c'est que nous sommes partis sous la domination de ce développement extérieur et que l'on a perdu notre propre autonomie, propre indépendance. Et même lorsque nous nous concentrons sur notre esprit ou nous regardons notre façon de penser, notre esprit, nous le dirigeons principalement vers l'extérieur, vers les objets extérieurs, vers les autres individus, vers toute cette agitation extérieure. Donc, quand on utilise notre esprit, on l'utilise pour l'orienter vers les choses extérieures, pour les individus. Mais il y en a très peu qui se tournent vers l'intérieur pour regarder leur propre esprit. Donc, petit à petit, nous devenons des choses extérieures à notre propre nature. On s'éloigne de notre esprit. Avant, nous avions cette capacité d'être autonome, d'être indépendant, de vivre d'une certaine autonomie. Puis, avec le développement extérieur, nous avons perdu notre indépendance et on est pris sous la dépendance de leur environnement extérieur. On a perdu cette autonomie. Par exemple, pour nous, chez les Tibétains, nous nous éloignons de notre pays, nous nous éloignons de notre culture. Et petit à petit, nous nous éloignons de tout ce qui a formé ce qui était avant le Tibet. Nous éloignons de notre culture, nous éloignons de notre langue, dit sa sainteté. Donc les gens s'éloignent les uns et les autres et oublient ce que sont leur patrie et leurs origines. Et nous nous perdons nous-mêmes. Nous perdons la trace de notre propre esprit. Par exemple, il y a de moins en moins d'affection entre les parents et les enfants. Aussi pareil avec les voisins, avec les amis. Donc on a vraiment cette impression on a ce sentiment de distanciation générale. Et cela va créer beaucoup de troubles mentaux, de toutes ces maladies mentales, cette aliénation mentale. Et ce sentiment d'aliénation est comme une maladie et un poison dans la société contemporaine. Et pour y remédier, nous ne devons pas nous tourner uniquement vers les médecins pour guérir une telle maladie.
il est aussi essentiel que les patients eux-mêmes fassent des efforts de leur propre chef. Cependant, si nous regardons le monde avec les gens contemporains infectés par cette maladie, de cette aliénation mentale, ils ne savent pas, ils sont complètement désemparés quant à la manière dont ils devraient prendre leur propre initiative, comment avancer, que faire. Ils n'arrivent pas à penser comment régler leurs propres problèmes, comment se prendre en main pour formuler d'une manière générale ce que dit sa sainteté. Donc tout le monde est comme dans une sorte de brouillard épais. Ils ont perdu la trace de leur propre esprit. Donc pour l'expliquer d'un autre point de vue, l'école de l'esprit seulement elle est née d'une profonde volonté de découvrir le monde et l'esprit humain. Et les tenants de l'esprit seul ont examiné en détail la nature et la capacité de l'esprit humain. Ils ont fait une analyse fine de la présence de la conscience de base et de l'esprit affligé et la façon dont les différentes consciences existent en relation mutuelle de cause à effet, chacune exerçant une influence sur les autres. Donc en bref, la philosophie de l'esprit seulement est un système complet de psychologie. Et si on devait la comparer à la psychologie occidentale, on ne peut pas dire qu'elle est meilleure, que la psychologie énoncée dans l'esprit seul est meilleure, mais on ne peut pas dire qu'elle est pire. Et en particulier, ce n'est pas une description académique de la psychologie qui ne parle de raison et de logique. C'est un système. En particulier, ce n'est pas une description académique de la psychologie. Oh là, je ne peux rien entendre. C'est un système de psychologie qui a un bénéfice pratique dans la réalité, dans la capacité de guérir. Voilà. Et pourquoi cette philosophie a la capacité de guérir les problèmes mentaux? C'est que le but de l'esprit seul est de nettoyer, de corriger nos esprits pollués et erronés. Nettoyer tous ces voiles, toutes ces perceptions erronées que l'on a dans notre esprit. C'est pour ça que la philosophie de l'esprit seulement n'est pas seulement une science, ce n'est pas une simple science que les générations précédentes nous ont léguée. C'est aussi un système qui, de nos jours, est très utile, qui a une forte vitalité à notre époque actuelle. C'est une psychologie et c'est aussi une religion qui a des pouvoirs curatifs. Un texte de l'esprit seul qui entre en conflit avec la science ou qui mettent l'accent sur la foi et la dévotion religieuse.
Donc, il y a des choses qu'on ne peut, il y a des choses dans l'esprit seul qui ne vont pas s'accorder avec la science actuelle. Et puis, il y a beaucoup de notions religieuses. Mais dans notre vie d'être humain au quotidien, il n'y a pas que la science. La science n'est pas toute puissante. Elle n'est pas omnisciente. Elle n'est pas capable de tout régler, de tout décider. Une grande partie du pouvoir et du courage dont nous avons besoin pour survivre en tant que race humaine provient d'autre chose que de la science. Par exemple, l'esprit seul est une philosophie bouddhiste. C'est une religion. C'est une religion pour ceux qui souhaitent se libérer de la souffrance. Et quand on la pratique, et quand on s'y remet, quand on la pratique avec force, cela va nous donner beaucoup plus de courage dans la vie de tous les jours. Ça va nous motiver, nous donner de l'enthousiasme, de la fraîcheur, du courage dans la vie de tous les jours. Donc, il y a bien sûr dans l'école de l'esprit seul des points qui s'accordent avec ce que disent les scientifiques, mais il y a aussi une partie qui est du religieux, et ça, on en a besoin. Et on en a aussi besoin. Parce que dans la vie de tous les jours, la science ne règle pas tous nos problèmes. Pour beaucoup de personnes de nos jours, beaucoup de gens de nos jours pensent que la science pourra régler tous les problèmes. Mais de nos jours, il nous faut aussi, pour régler nos problèmes, il nous faut de la force intérieure. Et il n'y a pas que la science qui permet de le faire, il y a aussi les religions. Et de plus, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que cette philosophie de l'esprit seul existe encore de nos jours, avec une lignée ininterrompue. De nos jours, la psychologie est le domaine de connaissance que beaucoup de gens préfèrent et auquel les gens s'intéressent le plus. Quant au bouddhisme, le bouddhisme, c'est quand même une religion, comme je vous l'ai dit précédemment, qui considère l'esprit comme primordial, qui met l'accent sur l'esprit. Et il est extrêmement important pour quiconque qui étudie et pratique le bouddhisme d'avoir une formation à la fois traditionnelle et contemporaine sur le fonctionnement de l'esprit et les facteurs mentaux, etc. Si on connaît bien le fonctionnement de l'esprit et des facteurs mentaux, on comprendra bien la philosophie de l'esprit seul. Et si on comprend bien la philosophie de l'esprit seul, on comprendra bien la compréhension de l'esprit dans le bouddhisme. Depuis l'époque où l'esprit seul s'est répandu en Inde, les instituts d'études bouddhistes les plus célèbres de l'Inde étaient des centres à la fois pour la voie du milieu et pour l'esprit seul. Par exemple, à l'époque de Naropa, il y avait de très nombreux grands maîtres qui étaient les tenants de l'esprit seul, peut-être comme Serlingpa. Mais sa sainteté dit, je ne suis pas sûr qu'il a été à Nalanda, mais il y avait beaucoup de grands maîtres qui étaient tenants de l'esprit seul, à Nalanda même. Donc en bref, dans les centres d'apprentissage du bouddhisme, du Mahayana en Inde, la voie du milieu et l'esprit seul ont coexisté. Et cela a été extrêmement bénéfique pour l'épanouissement des enseignements du Mahayana,
Cela ne lui a causé aucun préjudice. Le Bouddha lui-même respectait les différentes facultés, capacités et intérêts de ses scissions et il enseignait le Dharma en fonction des facultés, des capacités et des intérêts de ses étudiants. Et c'est ainsi qu'il a pu enseigner et répandre différentes philosophies, différentes approches, différentes philosophies. C'est parce que le Bouddha avait pour intention d'aider différentes personnes en fonction de leurs capacités qu'il y a eu plusieurs écoles du bouddhisme et plusieurs véhicules dans le bouddhisme, plusieurs catégories d'enseignement. Mais au Tibet, nous disons toujours que le ciel, la terre et tout est la voie du milieu. Nous ne parlons que de la voie du milieu. On dit toujours je suis la voie du milieu, ils sont la voie du milieu. Et parfois nous regardons les autres philosophies de haut. Nous les considérons comme étant des vues inférieures, des vues erronées. Et nous les ignorons de trop, nous les méprisons trop. Et à bien des égards, cela nous a fait plus de mal que de bien. Et en particulier, pour ce qui est de la voie du milieu, c'est en comprenant l'autre que l'on peut comprendre ce que l'on est nous-mêmes. Donc ainsi, si nous voulons comprendre comment nous sommes dans la voie du milieu, nous devons comprendre aussi ce qu'est la philosophie de l'esprit seul et comment fonctionne cet esprit seul. Si on ne fait pas ainsi, sinon on va croire que pour les détenteurs de la voie du milieu vont considérer comme l'esprit seul comme étant autre chose que quelque chose d'inutile et inintéressant. On va se dire, non mais c'est rien, l'esprit seul et Chittamatra, c'est rien, ce n'est pas intéressant. On ne va pas chercher à savoir à quoi il ressemble, et il nous sera ainsi difficile de comprendre quelles sont les particularités et les composants de l'esprit seul. Par exemple, dans les grandes villes comme New York, il y a plusieurs races d'individus. Et si quelqu'un n'aime pas, par exemple, le lait tibétain, il va dire, au début, il n'accorde aucun intérêt aux Tibétains. Et puisqu'il n'accorde aucun intérêt aux Tibétains, puisqu'il n'aime pas les Tibétains, il ne va pas essayer de regarder quelles sont les qualités d'un Tibétain. Parce qu'il a cette vision négative d'emblée, en préalable. Et il lui sera donc pas possible d'apprendre à apprécier les qualités des Tibétains. Donc si on met de côté les textes de l'esprit seul quand on est un pratiquant du Madhyamika, on va se dire « Oh, c'est une vue inférieure, c'est une vue erronée ». Et on va se dire « Oh, les enseignants du Madhyamika ont complètement réfuté l'esprit seul, donc ce n'est aucun intérêt ». Mais si on a cet état d'esprit, on ne comprendra pas quelles sont les spécificités de cette école et quelles sont ses qualités. Et on va fermer la porte à une investigation, une recherche de compréhension de ce que c'est. Pour l'expliquer sous un angle particulier, il ne serait pas exagéré de dire que chez les bouddhistes tibétains et en leur sein chez les moines et les nonnes des Shudrakayupa, il y a très peu de monde qui ont une connaissance, nous avons tous une connaissance très limitée de l'esprit seul.
Et parmi les grands érudits tibétains, ils ont des explications parfaitement contradictoires sur l'identité des grands érudits de l'Esprit seul et sur les textes de l'Esprit seul. Certains vont dire ce texte est un texte, c'est sympa de l'Esprit seul. D'autres vont dire non, c'est pas un texte de l'Esprit seul, c'est un texte du Madhyamika, etc. Donc, on ne sait pas en fait. Même les grands érudits tibétains ne savent pas qui sont les grands érudits de l'Esprit seul, quels sont les textes spécifiques à l'Esprit seul. Donc, c'est difficile de trouver des gens qui savent quelle est vraiment la vue de l'Esprit seul. Et dans nos Shedras, nous pouvons passer une bonne dizaine d'années, ou voire quelques dizaines d'années à étudier, mais il est extrêmement difficile de donner une description directe des trois caractéristiques ou des trois natures qui définissent, qui sont la caractéristique principale de l'Esprit seul. D'une manière générale, on aime bien faire des distinctions entre les vues, quelle est la vue la plus élevée, cette vue est plus élevée que cette autre vue, etc. Ça, on aime bien faire cela. Donc, on va dire, mais la vue du Madhyamika, c'est la plus élevée. Donc, il n'y a rien de mal à dire cela, c'est bien connu. Et c'est comme ça que l'on considère comme étant la vue la plus profonde. Mais la vue du Madhyamika, elle ne comporte pas autant de catégorisation et de complications que la vision de l'Esprit seul. Donc, pour ce qui est du Madhyamika, la voie du milieu, si nous étudions quelques courts enseignements et que nous arrivons de la voie du milieu et que nous arrivons à démêler les points difficiles, tout le reste est assez facile. Mais le point de vue de l'Esprit seul a tant de catégories et de champs d'application si larges que quel que soit le nombre de textes que l'on va étudier, il y aura toujours de nombreux points que l'on ne saisira pas. Pour parler de la profondeur, effectivement, le Madhyamika est beaucoup plus profond, mais quand on regarde la vastitude, la complexité, c'est l'Esprit seul qui est beaucoup plus vaste et profond, et il va plus dans le détail, on va dire. Nous allons faire une demi-heure de pause maintenant. Comme je viens de le dire précédemment, la vue, c'est pas que l'on prenne selon l'aspect du Dharma ou selon la situation actuelle du monde dans lequel nous vivons. Étudier cette école philosophique et la mettre en pratique est quelque chose de très important. Et cependant, de nos jours, en Inde, le bouddhisme a pratiquement disparu. Il a disparu de l'Inde. Il n'y a plus les quatre grandes écoles, les grandes Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra et Madhyamika. Il n'y en a plus de toutes ces écoles en Inde actuelle. Cependant, mais la tradition de l'Esprit seul s'est répandue de l'Inde à la Chine et de là au Japon. Et donc la tradition, elle, n'a pas disparu, elle est toujours présente. Je pense donc que si nous pouvons étudier le sujet de l'Esprit seul, et il est important de nous référer et d'étudier les enseignements des érudits chinois et japonais. Aussi, au Vietnam et en Corée, cette tradition de l'Esprit seul, cette école de l'Esprit seul, est encore plus ou moins présente là-bas, mais ceux qui l'ont le plus étudié, ceux qui l'ont le plus analysé et comprise, c'est les Japonais et les Chinois.
Donc, j'en parlerai plus en détail plus tard. Donc, je ne vais pas élaborer sur ce sujet aujourd'hui. Maintenant, on parle beaucoup de l'esprit seulement, de l'esprit seul. À qui faisons-nous, qu'entendons-nous pour dire par l'esprit seulement? À qui faisons-nous référence? À quoi faisons-nous référence? Qu'est-ce que l'on pourrait pointer du doigt en disant ça, c'est l'esprit seulement? Donc, en général, on parle de l'esprit seul ou esprit seulement. Donc, parfois, on va parler de l'esprit, on va parler de la conscience. Mais pour l'expliquer clairement le sens, ce que nous devons comprendre dans l'expression esprit seul, littéralement, nous pouvons la comprendre comme il n'y a rien d'autre que l'esprit. Ainsi, si nous expliquons qu'il n'y a rien d'autre que l'esprit, il nous faut une compréhension plus large de ce qu'est l'esprit. Et l'on peut dire que l'esprit, c'est ce que l'on appelle l'esprit, fait référence à tous les mouvements de notre esprit. Donc, nous pouvons parler d'esprit ou on peut parler de la conscience. Souvent, on parle de la perception, le savoir, la conscience et l'esprit ayant le même sens. Ainsi, la compréhension ou la signification de base l'esprit seulement est qu'il n'y a pas de phénomène ou de chose autre que l'esprit. Habituellement, nous tenons normalement pour acquis que l'esprit interne et les choses externes existent séparément. L'esprit est ce qui regarde ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur est ce qui apparaît à l'esprit. Donc, il y a cette distance entre l'esprit à l'intérieur et les phénomènes à l'extérieur. Et l'on fait ainsi une différence entre l'esprit à l'intérieur et les phénomènes extérieurs. De même, habituellement, le monde dans lequel on vit, notre environnement, comme les montagnes, les forêts, les maisons, tout jusqu'à notre propre corps, on les considère comme existant réellement séparément de notre esprit. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est à l'extérieur et qui existe indépendamment, qui existe réellement extérieurement. Et puisque l'on voit les choses ainsi, nous pensons que puisqu'il y a des montagnes à l'extérieur, on dit il y a des alpinistes qui montent. On se dit, puisque l'on voit les montagnes comme étant à l'extérieur de nous et que l'on voit des personnes escalader ces montagnes, on dit, ces personnes, ce sont des alpinistes et on les voit aussi à l'extérieur. Et on va de même pour... Donc tous ces phénomènes extérieurs sont à l'extérieur de l'esprit, ne dépendent pas de l'esprit. Ce sont des choses qui sont à l'extérieur que l'esprit va percevoir, parce qu'ils sont à l'extérieur, ou qu'ils apparaissent dans notre esprit parce qu'ils sont séparés de l'esprit. Et parce que nous avons ce corps, nous pensons, ce corps c'est moi, et on pense ainsi jusqu'à notre mort. Donc c'est ce qu'on appelle ça comme la vérité conventionnelle. Oui, c'est ce que tout le monde voit. Donc nous voyons tous la même chose. C'est une vérité conventionnelle. Cependant, au IIIe ou au IVe siècle en Inde,
il y a eu quelques individus qui se sont mis à penser de manière différente de la pensée habituelle. Nous, habituellement, on pense donc que l'esprit et les phénomènes sont séparés l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Eux, ils ne pensaient pas ainsi. Eux, ils avaient le grand courage de penser différemment de la grande majorité des gens. Ils se sont mis à douter sur quelque chose que nous commençons habituellement, que nous ne pensons même pas habituellement à remettre en question. Ils ont commencé à avoir des doutes sur cette vérité conventionnelle. Ils se sont sur la façon dont les choses nous apparaissent habituellement. Et non seulement cela, ils ont aussi pu prouver avec de nombreux raisonnements et par la logique que ces apparences ordinaires sont en fait des perceptions confuses, des illusions, des confusions de l'esprit. Donc ces phénomènes que l'on considère comme existants extérieurement, on se dit oui, ces phénomènes apparaissent, mais ces apparences sont des perceptions confuses, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas exactement comme cela. Donc il y a ainsi quelques personnes au 3e et au 4e siècle en Inde se sont mis à penser ainsi. Donc c'était très différent de la pensée courante de l'époque et de que nous avons encore maintenant. Donc, comment appelle-t-on ces personnes? Ces personnes qui ont expliqué cela ont été appelées par le nom de les Yogacharya, l'école du Yogacharya ou Yogacharya esprit seul. Le point de vue qu'ils ont propagé était appelé l'école de l'esprit seul ou l'école de la conscience. Donc on les appelle l'esprit seul ou la conscience seule. Et le nom que l'on a donné à ces personnes, c'était les Nejorchepa ou les Yogacharya. Il est donc clair que le point de vue de l'esprit seul est une philosophie qui considère que l'esprit est primordial. Il n'y a pas de phénomène extérieur, il n'y a pas d'objet extérieur, mais que tout ce que l'on voit comme étant extérieur, ce sont que des manifestations de l'esprit ou des perceptions de l'esprit. Mais qu'il n'y a pas d'objet extérieur comme les formes, les sons, les odeurs, les goûts, qui soient autres que l'esprit, qui soient différents de l'esprit. Donc c'est ainsi qu'on les a appelés l'école de l'esprit seulement. Mais en fait, l'esprit seul n'est pas seulement l'école Yogacharya dans le bouddhisme. Et durant les différents siècles, la plupart des écoles bouddhistes qui se sont développées se sont concentrées sur des explications de l'esprit seulement. Donc on peut dire que, d'une manière générale, pratiquement toutes les vues philosophiques bouddhisme s'accordaient avec la conscience seule ou l'esprit seul. On pourrait dire que si tout ce qui concerne le thème de l'esprit était retiré de la philosophie bouddhiste, il ne resterait probablement rien d'autre. Parce que
point principal, le sujet principal qui est abordé dans la philosophie bouddhique, c'est l'esprit. C'est pas donc parler de l'esprit comme étant le principal, comme étant primordial, n'est pas une spécificité des Semsampa, de l'école de l'esprit seul, mais de toutes les écoles du bouddhisme, de toutes les traditions philosophiques bouddhiques. Et donc toutes ces traditions sont très proches. Ainsi, les bouddhistes expliquent comment l'état ou la situation de notre esprit peut progresser sur le chemin de la souffrance et avancer vers le bonheur. Et comment nous pouvons concentrer notre conscience ainsi. Donc, comment orienter notre esprit sur notre objectif? Et quel est l'objectif? C'est amener notre esprit souffrant à un esprit qui vit dans le bonheur et nous libérer de la souffrance. Et le bouddhisme s'accorde pour dire que c'est en utilisant l'esprit et que c'est à partir de l'esprit que l'on pourra y arriver. Lorsque les bouddhistes ont compris cela, ils considèrent que l'esprit est donc extrêmement important, étant le plus important. Donc si nous expliquons ainsi, par de telles raisons, d'un point de vue plus large, on peut dire que tous les bouddhistes expliquent tout au travers de l'esprit seulement. Si on comprend la vue globale, la vision globale de l'esprit seulement, on peut dire que tout ce qui est dans le bouddhisme explique que tout provient de l'esprit, donc que tout est l'esprit seulement. Même si ce n'est pas forcément, les explications ne vont pas suivre exactement la manière dont l'esprit seul est exposé dans l'école de l'esprit seulement, mais on peut dire que toutes ces traditions du bouddhisme s'en rapprochent, ou une explication qui est similaire. Dans les temps anciens, en Inde, les savants indiens, ou les grands érudits indiens, grands érudits ou les grands êtres indiens, se sont beaucoup intéressés au yoga. C'est le même mot que l'on emploie pour le yoga quand on en parle actuellement. Et maintenant, quand on parle de yoga, on s'imagine de faire des étirements, de tendre les bras, les jambes, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le sens. Qu'est-ce que cela signifie, le yoga? Il faut comprendre que le yoga, c'est la méditation de la stabilité mentale. Par exemple, ce qu'on a fait, Shiné, Lacton, Shamatha Vipassana, ça, ce sont des aspects de la méditation de dhyana, de stabilité mentale. Il s'agit d'une pratique consistant donc à se reposer profondément dans la nature de son esprit, de l'esprit. Donc c'est ce que l'on appelle les méditations sur l'esprit ou les méditations de la conscience stable ou de l'esprit stable, la stabilité mentale. Et ça existait déjà dans le passé, bien il y a très longtemps. Par exemple, comme je vous l'ai expliqué lors de mes enseignements que j'ai donnés cet été, dans l'Inde ancienne, dans la littérature des Upanishads, on retrouve de nombreuses positions sur un soi ou sur une personne, expliquant l'existence d'un soi ou l'existence d'une personne. Et c'est cette philosophie expliquait qu'il devait absolument exister un soi ou une personne qui puisse être pointée du doigt et identifiée. Et cependant, dans le bouddhisme, le bouddhisme ne croit pas en l'existence d'un soi ou d'un être suprême. Et nous avons réfuté l'existence d'un soi ou d'une personne, d'un être. Donc, les vues précédentes qui existaient en Inde et la vue nouvelle qu'a apporté le bouddhisme sont en contradiction.
sont en contradiction. Parce que pour la plupart des traditions indiennes, avant, précédant le bouddhisme, il y avait un moi, il y avait un soi, il y avait aussi une sorte, et l'individu ou un individu ultime existait. Et donc, c'était le contraire à toutes les anciennes philosophies indiennes. De plus, au sein des anciennes philosophies indiennes, il y avait un autre sujet qui, même s'il n'était pas plus important que le soi ou que la personne, mais qui n'en était pas moins important, c'était le samsara. Donc les premiers à avoir parlé de samsara, ce ne sont pas les bouddhistes. Les non-bouddhistes parlaient de l'existence du samsara. Donc il y avait un soi, et pour ces anciennes philosophies indiennes, il y avait donc le soi qui était très important, mais tout aussi important que le soi, il y avait le samsara. Donc le bouddhisme n'a pas simplement accepté cette présentation. Et ce n'est pas les bouddhistes ce n'est pas le Bouddha ou le bouddhisme qui a inventé le samsara ou qui a découvert le samsara. Les philosophies indiennes en avaient conscience de son existence avant. Simplement, le bouddhisme en a fait aussi un des fondements principaux de sa philosophie. Et cependant, à cette époque, les bouddhistes ont rencontré une difficulté pour résoudre le dilemme, la contradiction suivante. Il n'y a pas de moi, mais il y a un samsara. Alors, s'il n'y a pas de moi, mais qu'il y a un samsara, s'il n'y a pas un soi et qu'il y a un samsara, qui erre dans le samsara? Si l'on a le samsara qui existe et que le soi n'existe pas, à ce moment-là, qui est l'individu qui va errer dans le samsara? Donc, on se disait, d'un côté, il n'y a pas le moi, d'un côté, il y a les samsaras, donc ça crée un problème, une confusion. Donc, pour cette raison, la plupart des écoles bouddhistes ont énormément détaillé sur cette distinction qu'il y a entre un moi non existant et un samsara existant. Et la meilleure résolution de cette contradiction, elle a été apportée par qui? Elle a été apportée par l'école du Yogacharya, par l'école de l'esprit seulement. Pourquoi ont-ils réussi à la perfection à résoudre cette contradiction? C'est parce que c'est tenant de l'esprit seulement. Non seulement ils avaient une présentation des niveaux les plus grossiers de la conscience, c'est-à-dire les 6 consciences, mais ils avaient aussi une présentation de la base de tout, de la base universelle, qui est l'aspect le plus subtil. Donc l'aspect le plus grossier, c'est leur compréhension des 6 consciences, et l'aspect le plus subtil, c'est la base, la conscience universelle. Donc ils avaient ainsi une présentation autant du niveau subtil de la conscience et que de son niveau grossier. Ils soutenaient que cette base universelle, cette base de tout, cette alaya, existait véritablement. Et que la véritable source du samsara, elle vient de cette conscience, de cette base de tout, de cette alaya. Et c'est ainsi qu'ils ont résolu ce dilemme. Donc, ils soutenaient que la base universelle était la chose qui était finalement la base de la fonction d'un soi et le fondement du samsara.
C'est grâce à leur compréhension de cette existence, cette base universelle, que les Yogacharyas ont développé une nouvelle présentation philosophique. Mais ce n'est pas simplement l'expérience de l'existence de la base universelle, elle n'a pas été identifiée uniquement par la raison, mais elle a été aussi identifiée par les pratiques, par l'expérience des yogis. Et en particulier, Sasantia dit, je vous expliquerai ça plus tard. Et en particulier, donc, cette école de l'esprit seulement avait une très bonne réponse aux questions comment suis-je apparu, comment ce monde est apparu, sur la façon dont le monde s'est formé. Et c'est donc eux qui avaient la meilleure réponse parce que ils tiennent l'idée que c'est grâce à cette base universelle que le moi et que le monde apparaît. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est eux qui ont le meilleur raisonnement ou la meilleure logique pour pouvoir expliquer l'existence du monde. C'est grâce à cette base universelle qu'ils ont développé une philosophie et une logique extraordinaire. Et c'est aussi ce que l'on appelle généralement l'interdépendance de la base universelle ou l'interdépendance de l'alaya. Pour expliquer brièvement sa signification, on peut expliquer ainsi. Le potentiel ou alors les graines qui permettent à tous les phénomènes de se manifester se trouvent dans la conscience, dans la base universelle. Et lorsque les causes et les conditions se réunissent, alors elles deviennent un mode d'apparition et quelque chose d'actuel se manifeste et apparaît. Donc il y a ainsi une interdépendance entre les causes et les conditions. Mais en plus de ces causes et conditions, lorsque les causes et les conditions sont réunies, l'apparition se fait. Mais de plus, les effets et les empreintes de ces phénomènes apparents sont stockés dans la base universelle. Donc, il y a une interdépendance entre cette base universelle créatrice et cette base universelle qui est aussi alimentée par les empreintes et les effets, pour reformuler. Donc, il s'agit de la philosophie du non-soi ou celle de l'esprit seul. Tous les deux examinent ce qui existe et ce qui n'existe pas dans la nature ultime. Dans l'état naturel, dans l'état ultime, qu'est-ce que l'on trouve ultimement, qu'est-ce que l'on ne trouve pas dans l'ultimement. Et c'est ce que l'esprit seul observe et c'est aussi ce que les philosophies du non, prétendant le non-soi, observent. L'esprit seulement explique qu'il n'y a pas de phénomène extérieur, qu'il n'y a pas d'objets qui existent extérieurement et qui ne sont pas de l'esprit. Mais non seulement ils expliquent cette non-existence des phénomènes extérieurs, mais qu'en termes de vérité ultime, l'esprit lui-même qui perçoit ces objets n'est pas non plus véritablement existant, qu'il n'est qu'une illusion. Non seulement il n'y a pas d'objet extérieur à appréhender, mais il n'y a pas un appréhendeur intérieur qui appréhende ces objets. Et ça, c'est un point crucial de la philosophie de l'esprit seul. Sinon, si nous parlons de l'esprit seulement et que nous approchons que seule la pensée ou seul l'esprit existe, on peut penser comme ça. On peut penser qu'il n'y a rien qui existe sauf l'esprit. Et si on a cette conception, à ce moment-là, cela nous montre que nous sommes encore tombés dans le précipice d'une saisie dualiste, dans le précipice d'un extrême de la saisie. Parce que l'on pense qu'il reste, bien que rien n'existe, seul l'esprit existe, seule la conscience existe. Si on a cette saisie,
on est dans un extrême. Donc nous prenons l'idée de l'esprit seul ou de la conscience seule comme point de départ de notre philosophie. Donc c'est pour comprendre comment les phénomènes apparaissent dans l'esprit, comment les choses, les objets apparaissent dans l'esprit. Donc on commence avec là. Puis, petit à petit, nous observons assidûment ce qu'est l'esprit. Comment est cet esprit? Et puis nous arrivons de plus en plus haut. On va regarder quel est l'esprit, la nature de l'esprit. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Nous avons trois objectifs, et c'est ces trois objectifs qui nous font avancer dans cette compréhension de la pratique des Semsampa, de l'esprit seul. Donc, nous devons avoir pour objectif d'arriver à connaître ce qu'est l'esprit dans son sens définitif et travailler continuellement dans ce sens. Donc, comment devons-nous enquêter assidûment ou observer assidûment l'esprit? On va le faire en regardant quelles sont les capacités de notre esprit, quels sont les détails de l'esprit, qu'est-ce qui émerge de cet esprit, quels sont les phénomènes qui apparaissent à cet esprit, qui sont perçus par cet esprit. Quelle est la nature et les fonctions de ces choses qui apparaissent en tant qu'extérieures. Et en parvenant, tout en apprenant à les connaître, nous devons être en mesure de développer avec certitude ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout cela. Donc c'est pour cela que, en résumé, la vue de l'esprit seulement c'est une vue qui évolue progressivement en étudiant quelle est la nature, l'état naturel, et aussi quelle est la nature de ce qui apparaît. Quel est l'état naturel de l'esprit lui-même et quelle est la nature de tout ce qui apparaît à l'esprit. C'est pour ça que cette école de Yogacarya est plus connue, a été connue plus tard en Chine et au Japon sous le nom de l'école de l'apparence des phénomènes. Parce que c'est vraiment cette école de l'esprit seul qui va étudier la nature de l'esprit et la nature des manifestations de l'esprit, des phénomènes qui se manifestent à l'esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle l'école des apparences. Mais de plus, cet esprit seul n'est pas seulement une philosophie, quelque chose qu'il faut apprendre, mais c'est aussi un dharma à pratiquer. Donc, ce n'est pas non plus autant c'est une philosophie, c'est aussi une pratique. Pas simplement une philosophie que l'on exprime avec les mots, mais si l'on ne se contente que de philosopher extérieurement et verbalement, ça ne va pas nous aider à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre esprit. Donc il faut être capable d'utiliser cette philosophie pour changer, de se changer intérieurement. Et à ce moment-là, si on le fait, ça nous sera très utile. Donc la philosophie de l'esprit seulement, ce n'est pas une simple philosophie, mais c'est aussi quelque chose à mettre en pratique. Non, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit que l'on va étudier pour pouvoir y réfléchir jour et nuit, en perdre le sommeil, ou pour simplement devenir un grand érudit. Mais par la pratique de l'absorption méditative, de la stabilité mentale, l'on va pouvoir aussi comprendre comment sont les phénomènes du samsara et du nirvana, comment ils sont créés, quelle est leur nature, le mode d'être, le mode d'apparence.
C'est donc aussi une pratique. Si on se contente de prouver par la logique l'existence de la laya, de cette base universelle, ce n'est pas suffisant. C'est aussi par la pratique que l'on va la comprendre. Voilà, je vous ai fait une brève présentation de ce qu'est l'école de l'Esprit Seul. Maintenant, je vais vous présenter une brève histoire du bouddhisme. Donc, je pense que c'est nécessaire que je vous fasse aussi un résumé de l'histoire du bouddhisme après vous avoir parlé de l'histoire de l'Esprit Seul. Cet été, durant l'enseignement, je vous en ai déjà parlé je vous en ai beaucoup parlé. Je vous ai notamment parlé de ce qui a précédé l'arrivée du bouddhisme. Mais maintenant, 100 ans après le passage d'un Bouddha dans le Nirvana, les communautés orientales et occidentales de la Sangha ont émis des opinions divergentes sur les 10 préceptes. Et ce qui a créé une grande dispute. Et à cause de cette dispute, la Sangha s'est divisée en 2 écoles, parce qu'ils n'étaient pas du tout en harmonie, en accord. Donc il y en avait une école qui se tenait fermement aux vues traditionnelles. C'est l'école des Satyaravada, Nedemba. Parce que c'était ceux qui se tenaient fermement aux vues traditionnelles, ce qui était par les anciens. Et il y avait ceux qui étaient favorables au changement. Cela, on les a appelés les Mahasangika. Donc, on avait les Stavyaravada et les Mahasangika, traditionnalistes et d'autres plus favorables au changement. Donc, ça fait 2 écoles, 2 courants qui se sont créés. Et c'était la première fois que dans l'histoire du bouddhisme, que la Sangha se divisait en 2 grandes écoles. C'est pour ça que l'on parle de la division en 2 écoles fondamentales. Donc parce que c'était la première division qui a eu lieu, on parle des 2 principales écoles ou des 2 écoles d'origine, racines, fondamentales. Donc par la suite, les nombreuses écoles, à l'intérieur de ces écoles, elles se sont développées, puis il y a eu beaucoup de subdivisions. Mais toutes ces subdivisions se faisaient à l'intérieur de ces 2 écoles, les Stavyaravada et les Mahasangika. Donc au total, combien cela fait d'écoles? On a obtenu 18 écoles différentes. C'est pour ça que l'on parle des 18 écoles. Par rapport aux divisions en écoles de ces 2 premières écoles racines, on appelle les autres, les 18 écoles, ces 18 autres écoles, on les appelle des subdivisions ou des écoles subsidiaires. Et plus tard, les chercheurs ils ont dit qu'en raison des différentes écoles de la Sangha, il y avait différentes lignées, différents sutras et différents textes de l'Abhidharma et ainsi de suite. Et c'est pourquoi ils se sont divisés en autant d'écoles différentes, avec différentes lignées. Et chaque lignée avait ses propres sutras, ses propres textes de l'Abhidharma, ainsi de suite. C'est ainsi qu'il y a eu toutes ces subdivisions. Donc pour résumer,
il y a eu une première division, la première division de base en 2 écoles, puis 18 autres écoles. Donc au total, on a 20 écoles et c'est ce qu'on appelle les 20 écoles des auditeurs. Donc à cette époque où les différentes écoles ou philosophies bouddhistes sont devenues les adversaires les unes des autres, c'est une époque donc où il y avait beaucoup de discussions entre les différentes écoles et on appelle cela le bouddhisme de la période des écoles, la période des écoles, ou encore la période du véhicule de la fondation. Donc le mot Hinayana que l'on a donné, c'est un nom plus tard que le Mahayana a donné aux écoles des auditeurs. Tout ça basé sur un fondement de critique ou de parce qu'en les critiquant ou alors ils pensaient que ces écoles avaient dérogé. Donc on appelle cela la période des écoles. Donc là, quand on parle maintenant du mot Hinayana, personne ne dit moi je suis du Hinayana, moi je pratique le Hinayana. Personne ne dit moi je pratique le Hinayana. C'est le Mahayana qui parle du Hinayana, qui parle en s'adressant, en faisant référence aux écoles des auditeurs, en se basant sur la critique, en les considérant comme étant inférieurs. Donc ils disent que c'est le véhicule inférieur ou le petit véhicule. Voilà. Moi, je suis supérieur, ma vue elle est supérieure, donc ces autres écoles devraient se taire. Au Tibet, on ne parlait pas trop du Hinayana, du petit véhicule. Mais depuis que le bouddhisme s'est répandu dans le monde, on fait beaucoup de références au Hinayana. Mais ce terme n'est pas bien parce que on n'aimerait pas, nous, que les autres nous considèrent comme étant le véhicule inférieur ou un petit véhicule, que notre véhicule est le petit véhicule. Donc, il vaut mieux ne pas employer ce terme. Donc, cette époque où le bouddhisme s'est divisé en de nombreuses écoles différentes s'est probablement produite autour du 1er siècle avant notre ère. Puis a succédé l'époque du Mahayana. Le Mahayana met l'accent ou s'intéresse plus sur la partie de l'enseignement du Bouddha, sur la profondeur, sur l'analyse. Donc sur cette analyse qu'il y a entre les différentes vues, les différentes pensées du Bouddha. Non, pas simplement dire les choses comme cela, mais il y a beaucoup d'explications avec une grande pensée philosophique derrière. Donc c'était vraiment ce que les écoles philosophiques bouddhistes de cette époque étaient à la recherche. Elles étaient à la recherche approfondie et minutieuse de la signification du dharma enseigné par le Bouddha, son explication, son enseignement. Et ils ont compilé tous ces enseignements du Bouddha dans ce que l'on appelle l'Abhidharma. Ils ont divisé en sections, en ont approfondi la signification en rédigeant les commentaires différents. Et ces textes sont appelés sur le terme général Abhidharma. Dans les 3 corbeilles du Dharma, on parle de l'Abhidharma, c'en est une des 3, n'est-ce pas? Et c'est similaire à cet Abhidharma-là.
Selon certains chercheurs japonais en bouddhisme, les érudits de l'époque des écoles, travaillaient si dur pour rechercher le sens des écritures et ils passaient leur temps uniquement à réfléchir, à analyser, à décortiquer les enseignements du Bouddha, qu'ils en oubliaient la racine originelle de l'enseignement du Bouddha, qui était d'être utile aux autres et d'apporter un bienfait aux êtres sensibles. Ils étaient trop pris par leur objectif d'atteindre, de comprendre, de détailler, de couper en quatre tous les enseignements du Bouddha. Et ils en avaient oublié cette idée originelle, cette base, ce fondament du Dharma qui est de faire le bien des êtres sensibles. Donc, ils ne portaient pas beaucoup d'intérêt au fait d'aider les êtres, d'aider les autres. Ils avaient pour principal objectif d'atteindre la libération pour eux-mêmes. Et donc, ils ne pensaient qu'à une seule chose, c'est-à-dire à comprendre la signification de tous les mots de l'enseignement du Bouddha. Et donc, et du coup, ils avaient pour seul objectif leur propre libération, la libération que pour eux. Et ils ont pratiqué en étant trompés par cet engagement exclusif dans l'analyse très détaillée de la signification des Écritures. Donc pour eux, ce qui était le plus important, c'était d'atteindre leur propre libération, la liberté pour eux-mêmes. C'est cette analyse intensive et détaillée de la signification des Écritures qui les a trompés, les a engagés sur une voie mauvaise, les a illusionnés. Donc ils avaient tellement de saisie sur leur propre philosophie, c'est qu'ils étaient toujours en train de se disputer ou de débattre avec les autres personnes. Et ils énonçaient quelque chose et puis un opposant allait les réfuter, puis ils allaient à nouveau réfuter la réfutation, etc. Mais ils en ont oublié l'essence. Et pour cette raison, à cette époque, au 1er siècle de notre ère, il y a eu une grande révolte contre les philosophies de ces écoles. On disait non, vous, ça ne va pas. Vous êtes simplement sur l'intellect. Vous ne pensez que à la philosophie et que vous ne pensez pas aux autres. Parce que l'enseignement du Bouddha et le véritable but de l'enseignement du Bouddha, c'est d'arriver à aider les êtres, mais pas simplement de réfléchir et de faire que de la philosophie. Et ils les ont réfutés ainsi. Donc il y en avait qui avaient pour beaucoup dont l'objectif n'était pas d'obtenir la révélation pour eux, mais de parvenir à la libération pour amener les autres êtres sensibles sur la voie de la libération. Et ce fut le début de la diffusion du Mahayana. Pour l'expliquer en termes de vue, le Mahayana est divisé en deux grands groupes principaux, deux vues principales, deux vues. Donc il s'agit de la vision de la vacuité de ceux qui prennent pour base la vision qu'il y a dans les sutras de la Prajnaparamita et la vision de l'esprit seulement, qui se base sur le sutra de l'explication de la pensée du Bouddha. Le Samdhinirnimukkhana Sutra. Et le traducteur chinois, Yixing, a écrit ceci dans son compte-rendu du bouddhisme envoyé depuis les mers du Sud. C'est son écrit descriptif du bouddhisme. C'est son écrit sur la situation du Dharma en Inde à la fin du 7e siècle.
디 나로라 가르스는 알았을라비미나. Et qu'a-t-il écrit? 강 티버신 보시야바니스. 남바르예와 니레 만데. Le Mahayana n'a pas plus de deux divisions. C'est-à-dire ce que l'on appelle le Mahayana, le grand véhicule, il n'y en a que deux aspects. Il n'y a que deux choses qui peuvent s'appeler Mahayana. L'un, c'est la voie du milieu et l'autre, c'est le yoga. La voie, voilà, c'est la voie du milieu, Madhyamika, ou l'autre, c'est le Yogacharya. La voie du milieu affirme que les choses existent relativement, mais qu'elles sont, en fin de compte, vides de leur essence et vides en illusion et illusoires ultimement. Mais l'Esprit Saint dit qu'il n'y a pas d'entité externe, mais qu'il y a un esprit interne. Et toutes les choses ne sont que l'esprit. Donc, il y a deux aspects du Madhyamika. Il y a le Madhyamika d'un côté et l'esprit seulement de l'autre côté, le Chittamatra. 우마라 갈라고 하르스나 야게랴 마디야마가 라고와 다 Et dans le Madhyamika, dans la voie du milieu, il y en a deux aussi. Le Yogacharya. Pardon. Non, pardon. Pour appeler par leur nom les écoles, hein, Tissa Santé, en sanskrit, l'on dit le Madhyamika et le Yogacharya. Ce sont les deux écoles, Madhyamika, Yogacharya. On parle en général du Madhyamika et de Yogacharya. Mais il y a encore une troisième approche dans le Madhyamika, dont je parlerai plus tard, c'est les tenants de la nature de Bouddha, ce qu'on appelle la Uma Shengtongpa, vie de d'autres. Et mais aussi les tenants de cette nature de Bouddha disent, mais c'est nous la véritable voie médiane, nous sommes la grande voie médiane. Et leur vue aussi pose problème, mais je vais, pour vous expliquer les choses clairement et simplement, les Shengtongpa vont s'accorder avec la vue de Nagarjuna dans les vers racines du Madhyamika. Et en même temps, ça crée une difficulté chez eux, parce que s'ils ne s'accordent pas exactement à ce que dit Nagarjuna, alors comment peuvent-ils prétendre d'être dans le Madhyamika et d'être dans la voie du milieu? Si, par exemple, ils se disent, non, nous, on n'est pas du Madhyamika, mais on est les tenants de la nature de Bouddha, à ce moment-là, ce problème ne vient plus, parce qu'ils n'ont plus besoin de s'accorder mot pour mot à ce que dit Nagarjuna. Donc, c'est un des problèmes que fait face cette vue de la nature de Bouddha, qu'on appelle la vacuité d'autres, ou le Madhyamika vacuité d'autres, ou voie du milieu vacuité d'autres, vie de d'autres, pardon, ou Mashengtongpa. Donc, de manière générale, on va dire que Yogacharya et l'esprit seulement, et Chittamatra, c'est la même chose. Mais est-ce que l'on peut vraiment dire cela? Est-ce qu'il y a une différence entre le Yogacharya et le Chittamatra? Quelle est la différence entre ces deux? L'esprit seul doit être compris comme les écritures et les explications du Yogacharya. Lorsque nous disons conscience seulement ou l'esprit seulement, tous les phénomènes ne transcendent pas l'esprit. Où sont les façons qu'il y a dans ce qui est dit en sanskrit, le vinyapati? Ce sont des façons différentes dans ce vinyapati, c'est-à-dire
de Vinyapati qui apparaît. Attendez. Vinyapati c'est-à-dire number du potsam kunandwa. C'est-à-dire les consciences. Ta number du potsam slabdusane ta semzam c'est tunda jibare. Dona chetamji semle mandeba. Donc on veut dire que la conscience seulement ou l'esprit seulement, c'est la même chose. Cela signifie que tous les phénomènes ne transcendent pas l'esprit. Mais les phénomènes sont des expressions de l'esprit. Donc, les personnes qui défendent cette position sont appelées les tenants de la conscience seule, les Vinyavada, Vinyanavada, ou l'esprit seul, les tenants de l'esprit seul. Donc, les tenants de l'esprit seul fait référence aux individus qui tiennent cette vision de l'esprit seulement. Au Tibet, on n'emploie pas beaucoup le terme Yogacharya, mais c'était très répandu, le terme Yogacharya a été très répandu en Inde. Et les personnes qui ont propagé cette tradition et qui l'ont acceptée sont appelées les Yogacharyas. Leur vue, c'est la vue de l'esprit seul, mais les personnes, on les appelle aussi les Yogacharyas. Mais en raison de leur position et de leur explication, ils sont aussi appelés les partisans de l'esprit seul. Par exemple, les partisans de la voie du milieu qui acceptent les vers racines sur la voie médiane de Nagarjuna comme texte principal, enseignent principalement la vue de la vacuité et on les appelle les partisans de la vacuité ou les tenants de la vacuité, les Shunyatavadin. Et donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a cette explication aussi pour le terme Yogacharya. Donc, il y a ceux qui sont les tenants de l'esprit seul et il y a ceux qui sont les tenants de la vacuité. Partisans de l'esprit seul, partisans de la vacuité. Ce sont les deux aspects du Madhyamika. Et donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je continuerai demain. Je voudrais aussi vous dire dans les monastères, il y a on va parler des projecteurs. Pour parler des projecteurs, on a offert à chaque monastère des projecteurs avec les écrans. Et les sponsors reviennent de Taïwan. Il y a une dizaine de personnes de Taïwan qui se sont rassemblées pour faire cette offrande et offert à chaque monastère tout le matériel pour la projection. Ils ont levé les fonds nécessaires pour faire cette offrande. Donc, je tiens à remercier ces patrons du Dharma et vous souhaite une bonne santé pour cette nouvelle année, qu'il n'y ait pas d'obstacles, que vous ne rencontriez pas d'obstacles. Faisons maintenant les prières de dédicace. Nam
Jagat